Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 146e épisode de Finances fondamentales. Bien heureux d'être avec vous ce matin pour jaser d'un sujet chaud, donc qui fait beaucoup de débats sur différents blogs, podcasts, etc. Est-ce qu'on devrait acheter une maison ou louer un logement? Donc, je m'inspire d'un épisode de podcast de Rational Reminder numéro 323 qui a été publié en 2024 qui s'intitule Renting versus Buying a Home in Canada en 2005 et 2024. Donc aujourd'hui, on explore vraiment une question financière cruciale, acheter ou louer son logement au Canada. Donc ce débat-là suscite vraiment de nombreuses opinions, souvent biaisées là, par des idées préconçues puis des considérations qui sont émotionnelles. Donc aujourd'hui, à partir du podcast que je vous ai nommé, je m'appuie sur des analyses rigoureuses là, de données immobilières et économiques qui ont couvert la période 2005 à 2024 pour voir quel choix est le plus avantageux. Donc, l'objectif, c'est de comparer les avantages et les inconvénients des deux options pour vous aider à faire un choix éclairé en fonction de votre situation. D'abord, on perçoit souvent la location comme une perte d'argent. Donc, c'est une idée qui est largement répandue qui veut que quand tu loues un logement, ton logement, c'est une perte d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que payer un loyer revient à enrichir un propriétaire plutôt que de se constituer son propre patrimoine. Mais c'est-tu vraiment le cas? En réalité, acheter un bien immobilier implique bien plus que le simple remboursement d'un prêt hypothécaire. Il faut intégrer dans l'équation mathématique là, tout ce qui est les impôts fonciers, qui vont représenter souvent entre 1 et 2 de la valeur de votre bien par année, l'entretien de votre maison, qui est estimé à 2,5 de la valeur de votre bien à chaque année. Donc, si votre maison vaut 100 000 vous avez 2 500 à mettre chaque année sur votre maison. Donc, j'ai pris un chiffre facile à calculer avec 100 000, mais vous comprenez le principe. Il n'y a plus beaucoup de maisons à 100 000 je pense, sur le marché actuellement. Sinon, il parle aussi des frais de transaction, comme les droits de mutation, les frais notariés, puis tout ce qui est commission immobilière avec un courtier ou peu importe du proprio, vous avez payé quand même des frais. Et le coût d'opportunité du capital, c'est-à-dire que les gains potentiels qu'un acheteur aurait pu réaliser en investissant sa mise de fonds sur les marchés financiers. En d'autres mots, si un locataire investit la différence entre son loyer et ce que lui coûterait réellement l'achat d'une maison, est-ce qu'il pourrait obtenir un rendement supérieur? Donc, dans le podcast que j'ai écouté, on compare toutes les provinces selon l'évolution du prix des maisons, du prix des loyers, les rendements d'investissement durant ces années-là, la capacité d'épargne des gens. Donc, est-ce que la personne épargnait 100% du montant économisé, 80% du montant économisé, 20%, etc. Donc, les résultats, l'analyse des données sur les loyers et les prix de l'immobilier au Canada en 2005 et 2024 révèle des tendances assez intéressantes. Dans 7 des 12 régions analysées au Canada, les locataires qui ont investi toute la différence entre leur loyer et le coût d'une maison dans leur secteur, moyen ou médian, ont accumulé une richesse nette supérieure avec un écart moyen de 155 000 Donc, en moyenne, les gens qui louaient dans 7 régions sur 12 avaient une richesse nette supérieure de 155 000 après les 19 années d'études. Dans certaines villes comme Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton et Waterloo, l'achat d'une maison s'est plutôt avéré plus avantageux, notamment dans les zones où les loyers étaient proportionnellement élevés par rapport au prix d'achat d'une maison. Donc ça, c'est les 5 régions où l'achat d'une maison était plus intéressant. Dans les 7 régions là, où c'était plus avantageux d'avoir un loyer, c'était vraiment Winnipeg qui s'est révélé la meilleure ville là, pour les locataires. Dans cette ville-là, c'était beaucoup plus avantageux de louer que d'acheter une maison. Donc, ces réponses-là, ces résultats-là plutôt, montrent qu'il n'y a pas de réponse universelle, justement. La rentabilité va dépendre fortement de la région dans laquelle vous êtes et de l'utilisation intelligente que vous faites du capital initial, donc la mise de fonds, et également des épargnes que vous faites à chaque mois. Par contre, à la 53e minute du podcast, le constat des animateurs, c'est selon l'épargne qui va être issue de cette différence de cash flow en louant,
Ce qu'ils disent, c'est qu'acheter finalement au Canada aurait été plus intéressant euh, parce que les gens n'investissent pas 100% de l'épargne. Donc, ce qu'ils ont remarqué dans les chiffres, c'est que les gens ne vont pas prendre 100% de l'argent qu'ils réussissent à épargner dans la différence de prix entre louer et acheter pour investir totalement cette épargne-là sur les marchés boursiers. Ils disent aussi qu'une maison, c'est assez easy-going. T'achètes, tu payes ton hypothèque, tu payes les prix autour. Il y a beaucoup plus de variables dans le louer, là. Justement, tu vas-tu investir toute la différence? Tu vas-tu paniquer à certains moments puis vendre des produits lorsque le marché crash? Dans leur cas, y aller avec des FNB, pas de frais de gestion élevés. Donc, si en plus vous êtes avec des fonds communs de placement avec des frais de gestion un peu plus élevés, mais en fait, des fois beaucoup plus élevés que les FNB, ben, les calculs devraient aller davantage en faveur d'acheter une maison plutôt que louer, parce que dans leurs calculs, ils ont simulé que les personnes qui louaient investissaient de manière autonome dans des FNB indiciels, ce qui ne sera pas toujours le cas, bien sûr. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. Il mentionnait toutefois qu'avec une maison, ben, tu as plus de temps à accorder à t'occuper de cette maison-là. Donc, exemple, si tu dois mettre 2-3 heures par semaine à t'occuper de tes plantes ou à réparer certaines choses dans ta maison, ben, c'est pas du temps que tu peux mettre à travailler non plus. Alors que si tu loues un appartement, tu as peut-être plus d'heures disponibles, théoriquement, pour pouvoir travailler chaque semaine. Donc, louer, ça nécessite vraiment une discipline de fer là, si vous voulez vraiment optimiser ce choix-là pour investir toute la différence dans des produits efficaces à peu de frais, comme des FNB indiciels. La plupart des gens vont pas réussir à faire ça, donc le constat final des animateurs, avec les statistiques qu'ils ont sous la main et leur interprétation des statistiques, c'est qu'acheter serait plus simple et arrive la plupart du temps à égalité avec le logement ou des fois un peu plus avantageux, des fois un petit peu moins avantageux, mais il n'y a pas un écart non plus super significatif dans tous les cas entre les deux choix. Les animateurs concluent donc en disant que c'est beaucoup plus comportemental que mathématique. Si tu es capable d'investir toute la différence dans un FNB, ben louer peut devenir plus intéressant que d'acheter. Avec des données du passé, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les données futures vont arriver au même constat, mais on a quand même une période de 19 ans là, qui a été analysée par les données. Et il n'y avait pas le Québec dans les données. Montréal, Québec, Sherbrooke, là, peu importe, il n'y avait pas ces villes-là dans les statistiques qui ont été faites. Donc, dans ces calculs-là, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération qui peuvent influencer la rentabilité d'un choix ou l'autre. Au-delà des chiffres, là, les facteurs qui vont permettre de guider le choix entre louer ou acheter. D'abord, la discipline financière. Pour que la location soit une stratégie gagnante, il faut impérativement que la personne investisse la différence entre son loyer et le coût d'achat et 100% du montant. Cette rigueur-là n'est pas évidente pour tout le monde. Deuxième facteur, c'est l'effet de levier. Donc, acheter un bien immobilier permet d'utiliser l'emprunt hypothécaire comme un effet de levier financier. Si le marché immobilier est en hausse, ça peut amplifier davantage vos gains. Donc, si vous achetez et vous tombez dans des bonnes années où le marché immobilier prend beaucoup de valeur, bien là, peut-être que cette option-là serait gagnante à court moyen terme. Les risques, donc le locataire serait exposé à des hausses de loyer, donc il n'y a pas beaucoup de contrôle là-dessus, quoique il y a quand même des institutions qui existent pour le protéger, alors que le propriétaire, lui, devrait assumer le risque de dépréciation de son bien et concentre une partie importante de son patrimoine dans un seul actif,
Donc, si tu achètes une maison, mais que tu n'as pas beaucoup de capacité d'épargne pour te construire ton CELI, ton REER, ben ton seul actif, ça devient ta maison, puis ça augmente beaucoup le risque s'il y a un crash du marché immobilier. Psychologie et qualité de vie aussi, donc l'achat d'une maison va procurer quand même une sensation de stabilité et de contrôle, un milieu de vie également pour sa famille. Ça peut cependant entraîner aussi un stress financier qui serait lié à l'endettement et au coût d'entretien. Donc, si tu te mets à gorge pour ta maison, ça n'améliore plus ta qualité de vie, ça va la diminuer. Il y a pourtant certaines études qui suggèrent que l'impact de l'accession à la propriété, donc d'acheter une maison, l'impact d'acheter une maison sur le bonheur est neutre, voire négatif pour les acheteurs, soit à faible revenu ou qui achètent une maison qui est trop chère pour leurs moyens. Donc vraiment, on pense qu'acheter une maison rend heureux, c'est le sentiment qu'on a, mais dans les études montrent que la plupart du temps, soit c'est neutre comme effet, ou soit ça entraîne des effets plutôt négatifs. Bien sûr, un autre facteur majeur dans la décision d'acheter ou de louer, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt, lorsqu'ils baissent, le coût du crédit va diminuer, ce qui va encourager l'achat et va pousser les prix des maisons à la hausse. À l'inverse, si le taux augmente, mais ça va rendre l'emprunt plus cher et ça va ralentir le marché immobilier. Les obligations à long terme et les prêts hypothécaires, eux, sont influencés par les anticipations du marché plutôt que par la seule Banque du Canada. Donc, tenter de synchroniser son achat avec l'évolution des taux d'intérêt demeure bien sûr une stratégie risquée. C'est le même principe que si on essaye de timer le marché de timer le marché boursier. Donc, en conclusion, c'est quoi la réponse? Faut-tu acheter ou louer? Il n'y a pas de réponse unique, malheureusement. La location peut offrir une flexibilité et une rentabilité supérieure si on investit correctement l'argent qui est épargné. L'achat, lui, devrait offrir une stabilité, un effet de levier qui est intéressant et une protection contre l'inflation des loyers. Finalement, votre choix, repose sur vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et votre mode de vie. Prenez le temps d'évaluer la situation avant de faire votre choix pour que ce choix-là soit éclairé et pas seulement émotif. Donc, le key point, qu'est-ce que je retiens de l'épisode d'aujourd'hui? Acheter ou louer, ce n'est pas une simple question financière, mais un choix influencé par nos comportements, notre discipline d'épargne et nos objectifs de vie. L'important, c'est d'évaluer toutes les options avec lucidité, sans céder aux idées préconçues. La semaine prochaine, je vous fais la synthèse du livre de Price Pritchett écrit en 2012 qui s'intitule « Vous au carré ». Et ce jeudi, je fais l'analyse de 3 actions en bourse, Copart CPRT, Corcept Therapeutics Incorporated CORT et Mastercard Incorporated MA. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.